Alors, match 1 de ces finales NBA remporté par les Boston Celtics, évidemment. Petit réact rapidement à chaud, quelques notes d'un point de vue en tout cas stratégique et macroscopique. On fera peut-être de la micro et de la tactique plus précise et plus image par image en vidéo du coup. Mais donc en podcast, allons-y pour les grandes lignes de ce match 1. Je pense que la première chose à retenir et un peu l'idée de ce match, c'est que on était sur un scénario idéal pour Boston dans le sens où voilà, tout s'est bien passé. Et en plus, de l'autre côté, tout s'est un peu mal passé aussi pour Dallas, donc voilà, ça fait que on a eu rapidement cette avance dans le deuxième quart-temps qui a été assez énorme, avec un run de Porzingis qui sort du banc pour une fois, et qui avec la seconde unité fait un run entre ses attaques d'isolation, sa défense de l'autre côté, et voilà, le run est fait en deuxième quart-temps avec des 3 points en transition. Bref, la pluie est tombée, on va dire. Donc, c'est un peu l'idée à retenir aussi, c'est que je pense pas qu'on ait une physionomie de série avec 4 fois ce match-là et une rouste monumentale assez rapide. On a aussi cet aspect où, ben voilà, tout s'est bien passé pour Boston, et tant mieux, ça fait un match, une victoire, et donc c'est toujours ça de moins à prendre pour aller jusqu'au titre, hein, donc c'est important. Et de l'autre côté, Dallas qui a un peu galéré, et je parle là d'éléments un peu... non pas aléatoire, mais c'est vrai qu'on va détailler, chacun a fait des choses bien ou pas bien en tactiquement, donc pour expliquer, c'est pas que de la chance, mais on a aussi un aspect où, bah voilà, pour Boston, tous les tirs sont rentrés, ça fait aussi partie du jeu, on va y revenir, mais tous les tirs sont rentrés. Je crois que le niveau de la bataille du 3 points, notamment, où il y a toujours un peu une partie d'aléatoire, donc pas totalement, parce que ça dépend aussi de tes shooters, évidemment, mais donc au niveau aléatoire, au niveau, en tout cas réussite, bah, plus de 40% à 3 points pour Boston sur un énorme volume, quasiment la moitié de leurs tirs, donc plus de 40%, c'est énorme, contre à peine Dallas qui était, bah, eux, pour le coup, moins de 25%, 25-26% à 3 points, ce qui est famélique, évidemment. Donc voilà, on a un peu cet aspect-là, on a aussi le fait que Irving, voilà, au-delà de la tactique, au-delà de comment est-ce qu'on l'utilise, etc., bah, Irving était pas bon, il a manqué pas mal de tirs ouverts, notamment beaucoup de 3 points ouverts qui auraient pu, à des moments, peut-être faire recoller ou re-entamer un run ou voilà, ne pas se laisser distancer, notamment même des lay-ups aussi, il y a des pertes de balles, voilà. Donc au-delà même de la tactique, même en termes d'état de forme, je trouve que Irving était pas top. Je trouve que Doncic, au niveau de ses 1 contre 1, on y reviendra, mais a pas non plus été génial, même si Boston a aussi bien aidé. Je pense qu'il y a aussi beaucoup, et même beaucoup trop, de déchets sur transition, notamment, qui sont des points faciles et sur lesquels Dallas généralement va chercher beaucoup de points sur ces situations. Bah là, il y avait beaucoup de déchets, hein, beaucoup de tirs un peu précipités, beaucoup de déchets et de manque à gagner, peut-être on peut dire de ce côté-là, qui a pas arrangé l'affaire, et puis pas mal de pertes de balles aussi, certaines forcées par Boston, certaines un peu moins forcées par Boston. Donc voilà, si on doit un peu résumer, pour moi, on a ce truc où on a d'un côté tout se passe bien et génialement pour Boston, et tout se passe un peu mal pour Dallas. Après, c'est pas que ça. Donc il y a eu aussi des choses, des éléments tactiques qui ont fait que, en effet, on est arrivé à ce résultat-là. Je pense que, notamment, le premier élément qu'on peut citer, c'est que, on avait cité ça comme le point central de cette série, c'est le spacing. Et donc, évidemment, le spacing de Boston. Puisqu'on a affaire à une défense de Dallas qui aime bien rétrécir le terrain et faire des aides assez agressives pour protéger ses joueurs, et notamment Doncic ou Irving. Et le problème, c'est qu'on a affaire avec Boston à un spacing assez fabuleux. Et donc, là, on a bien vu sur ce match-là que, en fait, ce spacing permet aussi une chose, c'est de rendre des lectures assez simples, assez basiques et assez faciles, finalement, à faire, des passes et des lectures de jeu assez faciles pour ces joueurs. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'espace que le moindre petit dézonage, la moindre petite pression que tu mets sur le ballon à 2 contre 1, voilà, il y a un kick-out assez facile. Je pense à des actions très simples, encore une fois, une sortie d'écran entre Derrick White qui pose un écran pour Tatum. Il y a pas un switch automatique, en tout cas pas génial, et ça ressort directement dans le corner pour Derrick White qui fait le pick and pop. Voilà, très simple, pas de rien de complexe, juste du spacing. Voilà, il y a plein d'actions comme ça. Il y a un drive de Jaylen Brown qui fait un driving kick et ça balance la passe vers le corner, vers Horford, parce que le corner a été entièrement libéré et que de l'autre côté il y a de l'espace partout. Bref, ce spacing est un peu le point central pour moi, parce que c'est l'antidote parfait à ce qui rendait Dallas bon en défense. Et là, on a bien vu que oui. Là, on a bien vu, en effet, il y a de quoi se faire du souci, pour Dallas, parce que, quand tu tombes sur un match comme ça, où en plus, les 3 points rentrent, au-delà même de tout ce qui est 3 points en transition, ce genre de choses. Mais voilà, on a bien vu l'impact du spacing, et en plus, d'ailleurs, avec cet aspect de, je roule l'idée, qui est un magnifique connecteur. Connecteur, vous savez, c'est un peu ce terme qu'on donne pour le joueur qui n'est pas un créateur de décalage, pas un créateur de jeu, c'est pas lui qui va créer l'avantage dans la possession, mais
à partir du moment où tu as déjà un décalage qui a été créé, c'est pas le finisseur non plus, mais c'est celui qui va connecter, qui va faire le lien entre la création et la finition, entre le créateur, donc par exemple Tatum sur pick and roll, sur isolation, et le finisseur, un tel, je sais pas, Derek White qui est en catch and shoot. Voilà. Jrue Holiday est un connecteur parfait, et notamment donc sa zone préférentielle qui est un peu le dunker spot, même si ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que c'est pas un intérieur. Hein. Dunker spot, c'est l'espace autour de la raquette, enfin ligne de fond proche du panier, parce que c'est le dunker spot, c'est là où d'habitude il y a l'intérieur qui se met là pour réceptionner des ballons et faire des dunks ensuite en un pas. Et donc Jrue Holiday, il est excellentissime là-dessus. Le match de connecteur de Jrue Holiday, il est fabuleux parce qu'il vient un peu toujours rôder dans cette zone. C'est un shooter capable, mais il est encore mieux quand il vient un peu couper dans le dos de la défense. Et justement, vu que tous les autres sont à 3 points, il vient se mettre au milieu et faire le lien entre, d'un côté, Tatum qui reçoit une prise à 2 ou qui a un peu d'aide. Il vient, il se met derrière l'aide, il reçoit la balle et puis il ressort de l'autre côté vers le côté faible où il y a 3 shooters contre 2 défenseurs. Voilà, par exemple. Donc, spacing, plus Jrue Holiday qui a été génial, hein, dans ce côté connecteur, et qui d'ailleurs, un petit stat assez rapide, qui a permis notamment d'obtenir et de faire obtenir à Boston pas moins de 17% de tirs qui ont été pris dans les corners. Voilà, donc sur l'entièreté des tirs de Boston, il y en a la moitié qui sont à 3 points, mais il y en a même 20%, donc, enfin, non, peut-être pas 20%, allez, 17%, ça fait quand même trop gros d'arrondir à 20%, mais bref, c'est énorme, hein, 17% de ces tirs pris dans les corners sur la totalité des tirs sur un match, c'est quand même beaucoup. Et ça, c'est dû au mouvement de balle en fait. Hein. C'est vraiment dû à ce mouvement de balle. Et on peut aussi revenir sur un point qu'on avait donné en preview, qui est comment est-ce que va se comporter donc cette défense de Dallas. Est-ce qu'on va être plutôt sur Boston de toute façon veut des switches. Ils veulent des switches, ils veulent des mismatchs. C'est leur façon d'attaquer. C'est comme ça qu'ils ont fait. Il y avait un peu cette question de à quel point est-ce que le spacing peut punir des aides qui viennent protéger un switch, ou à quel point est-ce que Dallas peut ne pas faire d'aide et laisser un peu ses switches. Bon, on a vu un peu les deux. Notamment, on a vu que Porzingis, dès qu'on le faisait aller en plein milieu du jeu, c'est difficile de faire des prises à 2 parce que, encore au poste bas, tu peux l'imaginer, mais là, c'est pas du hasard. Hein. Mazzulla, il lui a donné des opportunités des switches, enfin, il l'a fait switcher, il lui a donné des post-up, ou des isolations, pardon, plutôt, en tête de raquette, et pas en post-up. Et donc, quelle est la conséquence? C'est que, en termes de géométrie du terrain, c'est pas pareil. T'es placé au cœur du jeu, et donc même un passeur qui est pas top comme Porzingis, si tu viens faire une prise à 2, non, c'est trop facile comme lecture. Surtout donc dans ce spacing. Et regardez bien, hein, si vous allez voir, il n'y a quasiment aucun post-up, vraiment post-up dans la zone traditionnelle des post-up pour Porzingis. On n'a que des switches avec un pick and roll qui est fait tout en haut, un switch tout en haut, et puis je vais m'installer en tête de raquette. Voilà. Ça, c'est exprès pour pouvoir au cas où punir avec des prises à 2. Et puis de l'autre côté, pour pas mal d'autres situations, on a vu mine de rien une défense de Dallas qui s'est déployée un peu de la même manière, avec notamment d'ailleurs, on se posait la question, mais effectivement on a eu du switch de 1 à 5 cette fois, et non pas de 1 à 4 comme contre Minnesota, mais switch de 1 à 5 pour ne pas concéder notamment le pick and pop ou tout type de décalage. Et puis ensuite ça vient aider, donc. Et le problème c'est que pour moi il y a un peu cet aspect où Boston recherche ce switch et ce mismatch pour l'attaquer, mais finalement Boston n'est jamais aussi bon que quand il n'attaque pas concrètement sur un contre 1, paradoxalement. Boston n'est jamais aussi bon que quand tu viens faire une aide sur ce 1 contre 1 et que ça permet de développer tout ce jeu derrière de je fais une passe du coup. Dans ce spacing, si je vois une aide qui arrive, je fais une passe facile et puis extra passe, connecteur, j'attaque le close-out, extra passe, je trouve le mec sous le panier ou donc dans les corners à 3 points. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment génial. Je trouve Enfin, tout s'est passé comme prévu côté Boston. On a tout de même vu de très belles séquences défensives de la part de Dallas avec cette organisation du terrain en termes de jeu switch, le poste 5, je le fais monter haut, je le fais presser haut sur Tatum notamment pour l'orienter sur sa main faible avec des aides derrière. Voilà, il y a toujours ce même jeu de quadriller le terrain un peu pour protéger le 1 contre 1. Mais sauf que Boston, surtout sur la première mi-temps, s'en est extrêmement bien sorti avec donc ce spacing, ce mouvement de balle. Et puis aussi pour aller sur un autre point, pareil, hein, qu'on avait un peu évoqué en preview et dont tout le monde parle de toute façon, c'est Boston et le 3 points. Et souvenez-vous, on avait fini la preview comme ça en disant, mais c'est vrai qu'il y a un aspect où on critique un peu, enfin, on critique souvent cet aspect de Boston en disant, ils prennent quand même des tonnes de 3 points. Et notamment, c'est les fois où ça ne marche pas que, on pointe ça du doigt en disant, c'est normal que ça marche pas, tu perds le match et tu continues à prendre des 3 points plutôt que de créer du jeu ailleurs. Voilà, c'est pas top comme philosophie, c'est le vivre et mourir par le 3 points, etc., etc. Et en effet, c'est une équipe qui a tendance parfois à ronronner dans le périmètre. Mais, donc voilà, on pointe souvent ce défaut du doigt quand ça marche pas. Bon, il se trouve aussi que, il y a des fois ça marche en fait. Hein.
C'est tout le secret. C'est comme on avait dit, le double tranchant de ce 3 points, c'est que bah oui, parfois ça peut s'enrayer à une échelle collective et que t'as pas de plan B de aussi haut niveau que d'autres équipes NBA. Voilà, le drive de Tatum, le pick and roll de Tatum ou de Brown, c'est pas du pick and roll de Doncic, c'est pas du LeBron James ou autre. Donc t'as pas un plan B aussi fort que d'autres équipes. Donc oui, quand ça s'enraye le 3 points, c'est pas top. Mais par contre, on retient sans doute pas assez l'aspect où il y a des fois il y a aussi une déferlante de 3 points et qui rentre en fait. Parce que, notamment, on a quand même affaire à une escouade de shooters qui sont de très très haut niveau. Donc, c'est pas non plus une anomalie totale de voir que Boston est capable de faire des runs où, bah oui, ça prend beaucoup de 3 points et puis ça marche, quoi. Et ça, on le retient moins. On retient souvent dans la défaite le fait de dire, bah voyez, ils ont encore pris des tonnes de 3 points, ils n'ont pas pu créer de jeu, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Ok, et c'est vrai. Mais il faut aussi souligner même, avec la même pondération, le même degré d'insistance, si je puis dire, les fois où ces 3 points rentrent et que ça plie le match. Là, ça a un peu plié le match, quasiment, parce que Dallas, ça fait y revenir, mais ça a quasiment plié le match dès le deuxième quart-temps, quoi. Et c'est pas une anomalie totale. C'est un peu une surréussite, mais on n'est pas à ce point en dehors de la norme, de la fourchette un peu normale de Boston, parce qu'il y a à ce point des bons shooters. Si vous m'aviez dit, encore une fois, si c'était Lakers qui avait fait une performance comme ça, ou si vous m'aviez dit, je sais pas moi, qui c'est qui a pas un bon spacing en NBA, enfin, OKC ou des équipes comme ça, bon oui, ça aurait peut-être été un peu plus choquant, mais Boston, c'est leur arme. Donc, il y a des fois, il y a ce double tranchant, où il y a des fois, oui, ils pourront peut-être le payer, et il y a aussi des fois où ça leur fait gagner un match. Et donc là, ça leur a fait gagner un match. Donc tant mieux, quoi. C'est quand même une victoire dans une série au meilleur des 7 matchs, c'est déjà ça. Donc voilà, pour ce côté double tranchant du 3 points, où je pense qu'il faut aussi insister, les faux, ça marche. Et les faux, ça marche bien. Bon, comme dit, je ne vais pas non plus revenir sur des détails tactiques de comment est-ce qu'on a fait pour les obtenir, tous ces 3 points. Joe Mazzulla a fait pas mal de très très bonnes choses en termes d'organisation de l'espace, du terrain, les actions qu'on déroule, etc., etc. Mais voilà, je pense que globalement, il faut aussi retenir que le 3 points a bien aidé, mais en même temps, c'est normal avec autant de bons shooters. Sam Hauser qui est un peu sorti de sa boîte, enfin. Porzingis, évidemment. On a aussi une action où un autre défaut de Boston, je trouve, c'est ok, parfois il crée des switches, mais il tarde un peu à l'attaquer. En tout cas, il attaque pas toujours de la bonne manière, un peu trop de manière statique, et donc justement, ça donne une opportunité à l'adversaire de s'organiser derrière. Là, on a vu une action où, première action, premier système, il y a un switch tout en haut du terrain entre, je crois que c'est Derrick White et Tatum, où il y a un switch, et donc il y a 4 shooters qui espacent le terrain au maximum, et puis en tête de raquette, on a Tatum, et Tatum attaque dès la réception du ballon. On donne la balle à Tatum, qui est en plein centre du terrain, autour de 4 shooters, et donc 4 défenseurs aussi qui sont très loin. Et ce que fait Tatum, c'est qu'il reçoit la balle et directement, il attaque Irving. Voilà, un spin move directement pour donc empêcher que les aides puissent venir à temps. Et puis, deuxième action, on refait ce même pick and roll exactement. Et sauf que cette fois, Luka Doncic, je crois que c'est Doncic qui a un petit moment d'inattention, ou alors qui surveille un peu Tatum parce que c'est le même système, qui donc dézone peut-être un peu trop, et Porzingis dégaine à 3 points. Voilà, on fait la passe à Porzingis qui est sur l'aile et qui dégaine à 3 points pour punir ce dézonage. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un très très bon équilibre là-dedans. En plus aussi de Porzingis, voilà, on parlait de réussite, il n'y a pas eu que la réussite à 3 points, il y a eu aussi un aspect de réussite pour Porzingis, j'ai des 1 contre 1, j'ai mes post-up et je les ai tous mis en fait, hein, sur cette première mi-temps notamment, où il avait un switch, il pouvait le punir, et voilà. Et on sait que parfois ça va pas tout le temps rentrer avec ce taux-là, mais là c'est rentré, donc tant mieux. Donc là aussi ça a participé peut-être ce côté un peu réussite. J'ai trouvé aussi que en transition ils avaient été assez bons, même si les chiffres de fin de match n'ont pas l'air de montrer ça, mais parce que bref, au niveau des stats, il y a un peu des problèmes. Qu'est-ce qui est une transition, qu'est-ce qui est pas une transition? Mettons ça de côté, restons sur l'impression terrain et sur l'analyse terrain. Effectivement, il y a eu pas mal de séquences de transition où je pense que là Boston a gagné un peu ce terrain-là, et donc est allé chercher pas mal de points en plus avec. Voilà, on a parlé de l'autre côté, Dallas qui d'habitude aime bien ça, et là il y a eu beaucoup de déchets en transition. De l'autre côté, c'était pas le cas. Boston, ils ont su accélérer, ils ont su obtenir les 3 points assez rapidement et les mettre. Je pense à un de Jrue Holiday en tout début de match. Je pense à un tir dans le corner de Sam Hauser qui fait n'importe quoi, qui prend un tir complètement dingue et qui le met. Et ça participe à ce fameux run de la première mi-temps pour créer une avance de plus de 20 points. Bref, transition, très bon. Il y a eu aussi en fin de match un Jrue Holiday qui attaque en transition, je crois que c'est PJ Washington, et qui attaque PJ Washington, qui va jusqu'au cercle pour un panier facile. Bref, là-dessus, Boston, transition géniale. Et puis même aussi, au niveau des rebonds offensifs, j'ai trouvé, même si là encore, en termes de total brut de fin de match, il n'y a pas plus que ça, que Dallas, au final, mais j'ai trouvé que eux, il y a eu un aspect de rebond offensif sur certaines actions clés,
Et surtout, derrière, t'arrivais à obtenir les points. Et ça, c'est ce que n'a pas réussi tout le temps à faire Dallas, mais voilà, il y a un peu ce côté où une bonne possession défensive était un peu gâchée parce que rebond offensif, et puis derrière, panier à 3 points ou panier à 2 points. Voilà, Boston a été plutôt pas mal aussi, donc pour grappiller un peu des points ailleurs, quoi. Un peu de transition, un peu rebond offensif, et un peu punir cette défense de Dallas. D'ailleurs, avec un aspect aussi de, justement, comment est-ce qu'on obtient aussi pas mal de rebonds offensifs, c'est quand on fait une défense sur Tatum où on vient amener un autre homme, un deuxième homme, en second rideau, en pré-rotation, ça veut dire que, notamment, s'il vient depuis le corner opposé, par exemple, ce défenseur-là n'est plus sur son attaquant dans le corner. Donc, je dis n'importe quoi, mais si c'est Gafford qui dézone et qui vient boucher le terrain pour empêcher Tatum d'être à 1 contre 1, ça veut dire que Derrick White est totalement libre de pouvoir attaquer le rebond offensif ensuite. Il n'y a pas de box-out. Donc ça a aussi participé, cet élément tactique de attaquer le rebond offensif pour punir les dézonages et les aides les pré-rotations sous le panier. Voilà, c'est le contre-move un peu parfait. Donc voilà pour Boston. Bon, Jaylen Brown aussi qui a été excellentissime sur ce match-là également. Je pense qu'il y aurait pas mal de trucs à dire, mais voilà, ça a très bien fonctionné côté Boston, avec donc cette réussite à 3 points notamment, et ce jeu qu'on a réussi à développer pour un peu contrer les schémas de Dallas. Après, je pense tout de même qu'on peut dire c'est pas une performance offensive explosive non plus de la part de Boston. C'est pas genre ils ont fait un 140 ou 150 de offensive rating, donc points par 100 possession sur ce match 1, et puis Dallas n'a pas pu suivre. Non, c'était une bonne performance offensive, pas géniale mais une bonne. Le problème, c'est surtout que Dallas n'a pas pu suivre parce que leur propre attaque a été très mauvaise. Et là encore, il y a une partie de défense de Boston, ok. Il y a aussi une partie pour moi de Dallas qui était pas bon en fait intrinsèquement, et eux-mêmes ils n'ont pas toujours été bons. On a dit Irving qui a pas été bon sur ce match-là. Il y a un moment où vous savez il arrive à punir Horford sur un move sur switch là. Il fait un dribble de folie, il va jusqu'au panier, et même Horford il lève la main, il fait ouais désolé les gars, non mais Horford t'as pas à t'excuser, personne n'aurait pu le contrer ce move, et là on se dit ah tiens, Kyrie débarque dans ce match, il va peut-être les aider, et en fait non, Irving a été assez mauvais, Doncic aussi, mais je pense que la clé du match, et ça vient un peu confirmer ce qu'on avait avancé comme hypothèse en preview, c'est le fait que Boston est arrivé à dicter le jeu du pick and roll de par son jeu de match-up. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu comme d'habitude un Luka Doncic qui va attaquer le drop de Porzingis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu Derek Lively ou Gafford qui ont des tonnes de alley-oop? Pourquoi? C'est parce que Boston ne l'a pas autorisé ça. Boston a fait le coup classique, on s'y attendait, on l'avait un peu vu en saison régulière déjà, donc on en avait parlé, de finalement mon pivot je vais pas le mettre sur le pivot adverse, je vais juste le mettre sur un non-shooter. Et donc c'était Horford sur Derrick Jones Jr. par exemple, ou alors Porzingis sur Josh Green, et ce qui fait que forcément Dallas tu dois choisir, est-ce que j'attaque Porzingis qui est friable face à Doncic, ok, mais j'ai pas du tout une bonne option ni de pick and pop ni de pick and roll, parce que le non-shooter il a pas trop de shoot, et donc pas de pick and pop, et il a pas non plus la taille et les verticalités d'un vrai pivot, ou alors je vais attaquer avec un vrai pivot, mais un switch aussi. Voilà, on pratique un switch du coup, donc on n'a pas forcément autant de rôles assez libres au panier. Bref, donc ça a été magnifiquement neutralisé cette option, et c'est notamment de par le switch et notamment de par le jeu des match-up. On laissait pas les intérieurs de Boston sur les intérieurs de Dallas qui pouvaient faire autant de dégâts et amener autant de dangerosité sur les lobes. Donc première chose. Et puis voilà, même quand ça ne faisait pas un switch, comme on avait dit aussi, Boston a un peu cette valve de décompression en mettant l'intérieur sur un non-shooter. C'est-à-dire que sur le pick and roll, on peut mettre de la pression sur le ballon, donc 2 contre 1 sur Luka Doncic, parce qu'on sait qu'on a cette valve de décompression, si on met de la pression sur le ballon, on peut la relâcher ailleurs, parce que si on offre un décalage de pick and pop à Derrick Jones Jr. ou à Josh Green, c'est pas grave, on n'a pas besoin de faire le close-out très agressif sur lui. Donc ça permettait aussi parfois de varier, pas que des switches, mais donc de mettre parfois de la pression 2 contre 1 sur le ballon sur Doncic, en libérant, en laissant ouvert quelqu'un, mais sachant que Doncic ne va pas lui faire la passe, ou même s'il l'a fait, ça va pas être dangereux pour le pick and pop, et sachant en plus que, comme dit, il n'a pas l'option non plus de lob de alley-oop, parce qu'au niveau des match-up, on a un peu joué avec ça. On a mis Tatum sur le pivot, et on a mis le pivot de Boston sur un extérieur de Dallas. Avec d'ailleurs ce truc un peu fun où Jason Kidd s'attendait à ça, et donc quel est le tout premier système du match qui est appelé? C'est un post-up de Gafford pour Tatum. Voilà, on s'attendait à ça, et donc on dit bon allez, on rentre directement dans le match, et on va le punir, on va essayer de le punir de suite, vu qu'il fait pas le point, il fait pas la taille, c'est juste un jeu de match-up par rapport au switch et par rapport au pick and roll, mais effectivement si on peut le punir au post-up, ça peut aider quoi. Bon, voilà, petite anecdote, petit fun fact sur ce premier système du match.
Mais voilà, la clé pour dézoomer, c'est le fait que Boston est arrivé à parfaitement donc neutraliser les deux forces Dallas, qui sont le lob, on l'a dit, le alley-oop, exactement comme d'ailleurs OKC l'a fait. Franchement, je pense que la défense de Boston ressemble beaucoup à ce qu'a fait OKC au deuxième tour, même si OKC n'avait pas l'attaque pour gagner la série. Mais voilà. Et puis l'autre aspect, donc pas de lob, mais l'autre aspect, c'est aussi pas de corner à 3 points. Et Dallas, on l'a répété pas mal de fois ces dernières semaines, Dallas, leur force, c'est d'obtenir des tonnes de tirs à 3 points, mais des 3 points dans les corners, qui sont des tirs plus faciles. C'est notamment pour ça que, différence avec OKC, pourquoi est-ce que ça a autant brillé les shooters face à OKC? C'est parce que, quand tu prends des tonnes de 3 points dans les corners plus faciles, plus proches du panier, c'est pas pareil que des 3 points sur l'aile, ou des 3 points des pick and pop en tête de raquette. Donc, ça avait beaucoup aidé des PJ Washington, des Derrick Jones Jr. et autres. Et là, c'est vrai qu'on était à 3% de tirs de Dallas qui ont été pris dans les corners. À peine 3%, contrairement donc à d'habitude où on oscillait entre 15%, 17%, 20% parfois contre OKC ou contre Minnesota, où voilà, on arrivait à créer du chaos dans la défense et swing, extra pass, et on trouvait le tir dans le corner. Voilà, c'est aussi ce qu'on a vu contre Minnesota, où dès qu'on faisait une prise à 2 sur Luka Doncic, il ressortait, Derek Lively qui recevait la balle, extra pass, et on trouve le 3 points dans le corner. Là, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça du tout. Boston est arrivé à très très bien gêner et fermer les corners, donc avec une certaine maîtrise de où est-ce qu'on aide et comment est-ce qu'on aide, en fait. C'est ça aussi la clé, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un close-out sur un mec, un non-shooter ou un shooter moyen qui fait son pick and pop. On peut aussi rester dans le corner et laisser ce tir ouvert. Vous regardez, il y a pas mal de fois où Joe Holiday qui est sur Irving, lui, les close-out, il les fait pas trop, quoi. S'il y a un shooter qui est ouvert sur l'aile et que lui, il est dans le corner avec Irving, il fait pas le close-out. Il reste sur le meilleur shooter qui est Kyrie, évidemment. Donc voilà, ça c'est les 2 points clés pour moi, c'est le profil de tir qui a été autorisé. Encore une fois, je veux pas trop développer ici parce que en termes de micro-tactique, peut-être on fera ça en vidéo, ce sera plus digeste. Mais autre point aussi, donc le switch, c'est assez important. Vous savez que Boston fait beaucoup de switch, ils sont en switch all. J'ai trouvé que à la fois Irving et Doncic n'ont pas été top sur ces switches. Il y a aussi l'aspect que c'était pas des switches totalement abandonnés en 1 contre 1, c'était forcément un switch où on change sur l'écran pour ne pas offrir de décalage, ok. Mais derrière, Boston vient aider, avec des aides en tête de raquette, avec des aides sous le panier. Bref, ça venait aussi boucher le terrain, boucher l'espace et aider sur les 1 contre 1. Mais j'ai trouvé que Doncic, pour le coup, n'a peut-être pas assez forcé sur un aspect de drive pour les punir et pour les titiller à Horford là où il est moins bon, c'est-à-dire la mobilité sur les drives. Alors qu'au contraire, à Horford, sachant qu'il a de l'aide derrière, il peut totalement presser très haut et contester le pull-up à 3 points. Donc, j'ai pas beaucoup aimé ce match de Doncic, où il fait un grand match, mais il y a toujours des fois où tu te dis, il y a peut-être un peu trop de pull-up à 3 points sur ce genre de situation, même si ça se comprend, parce que en même temps, parfois c'est peut-être pour lui la bonne option, la bonne action à faire, de dire je prends le pull-up parce que plutôt que d'aller me frotter à un deuxième, un troisième défenseur qui m'attend dans la raquette, peut-être. Mais voilà, c'était aussi un aspect, ce côté switch qui n'a pas été très bon pour Doncic et encore moins pour Kyrie. Et puis à noter aussi défensivement la protection de panier de Porzingis, vraiment qui a été très haut niveau, avec là encore tout un jeu un jeu de match-up qu'on a évoqué par rapport au pick and roll et par rapport au ballon tout à l'heure, là, à l'instant, mais qui a aussi permis ce jeu de match-up et de switch off ball de garder Porzingis proche du panier, en fait, et pas impliqué sur le ballon justement, mais aussi proche de l'arceau. Et on a vu, je crois que c'est un de ses meilleurs matchs qu'on a vu de mémoire récente au niveau de la protection du panier, où on a vu toute sa taille et sa verticalité qui ont affecté des tonnes et des tonnes de tirs au panier. Notamment donc le fameux run de la première mi-temps où il enchaîne les isolations et de l'autre côté il enchaîne les contres et la verticalité au panier, les aides et la protection du cercle. Donc voilà, ça a vraiment été un élément crucial de ce match qui a beaucoup participé à ça, parce que Dallas finalement ils ont un peu ce côté où je suis capable d'aller au panier, pas tant que ça, mais quand j'y vais je suis très efficace. Là ils l'ont pas été tant que ça, ils ont shooté à 64% au panier sur ce match-là, à la fois des catch and finish, des drives, de tout à peu près. Et on a vu que voilà, Porzingis et sa longueur ont pu affecter sur des cuts, sur des pick and roll, sur la protection du deuxième rideau depuis le côté faible, même sur la transition. On a vu aussi des actions en transition. Donc voilà, Dallas en général, ils vont pas des tonnes au panier, mais quand ils y vont, ils sont généralement élites. Là, c'était pas le cas. Donc c'est là où c'est un peu dur, c'est que finalement, on a eu un peu une attaque qui a été assez qui s'est retrouvée un peu engluée, je trouve. Donc voilà, au final, ça fait une pas top efficacité au panier, ça fait une très très mauvaise efficacité à 3 points,
une plutôt mauvaise aussi efficacité sur les longs tirs de pointe des stars, bon, bah ça donne un offensive rating et une performance offensive qui est assez famélique sur ce match-là. Sur ce match, on est à 96, 97 plutôt, enfin, si on arrondit à 97, c'est dans le 7e centile. Donc à peine mieux, cette performance, à peine mieux que 7% de tous les autres matchs NBA, et donc pire que, si on calcule rapidement, pire que 93% des matchs NBA. Voilà, donc autant dire une performance offensive très très faible, en effet. Et en fait, le truc, il y a un point que je voulais aussi aborder, c'est, vous avez sans doute dû voir tourner la stat, mais c'est Luka Doncic n'a fait qu'une passe décisive. Et donc, en général, il y a aussi un commentaire qui va avec ça, et une manière de présenter cette stat pour dire « Ah, ben vous voyez, Boston a fait les bons schémas, c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé scorer, ils n'ont pas fait d'aide sur lui, comme ça ils ont pu le laisser scorer, mais complètement neutraliser son playmaking. » Il y a un peu cette idée-là qui commence un peu à tourner là. Aujourd'hui, je vois sur les réseaux et un peu partout il a fait qu'une passe parce qu'en fait, on l'a complètement, on n'a pas aidé sur lui, on l'a laissé opérer en 1 contre 1, et donc il a pu scorer, ok, mais il n'a pas pu faire de passe parce que tout le reste était fermé. Bon, c'est une analyse qui pour moi est totalement fausse. Parce que concrètement, on voit sur les images que, non, c'est pas du tout que Boston n'a pas aidé. C'est surtout que Boston a bien aidé. C'est une différence qui est quand même assez énorme. Parce que, pour le coup, des prises à 2, il en a eu sur des drives, des stunts, donc des mecs qui viennent dézoner et abandonner un shooter pour gêner un drive et ne pas laisser quelqu'un en 1 contre 1, on en a vu, des aides au panier, on en a vu, bref, on a vu plein d'aides. C'est juste que Boston a bien aidé. C'est pas qu'ils ont pas aidé, c'est qu'ils ont bien aidé. Et donc notamment, par exemple, si tu fais une prise à 2, je pense à une action notamment sur la deuxième mi-temps, une action où en plus c'est Jaylen Brown qui d'habitude est très mauvais en défense off-ball, et là Jaylen Brown nous fait 2 actions au panier dans cette même possession, il fait 2 actions au panier de protection de panier qui sont assez fabuleuses. Et donc notamment, que se passe-t-il ici sur cette action ? C'est qu'on a une prise à 2 sur Doncic au niveau de la mi-distance notamment, et Jaylen Brown vient compenser une première fois au panier derrière, donc il n'y a pas d'assist possible en fait, parce que Doncic, l'option de passe directe et facile, elle n'est pas là. Et puis pareil, de nouveau ça refait tourner la balle, et puis Brown fait une deuxième action au panier sur la même possession. Mais voilà, faut pas penser que Doncic n'a pas subi d'aide du tout. C'est tout le contraire, c'est juste que les aides étaient méthodiques et bien pensées. Et donc notamment, on a verrouillé le panier et on a même verrouillé les corners, comme dit aussi. Donc là encore, c'est un système de rotation et on aide, et puis on aide celui qui aide, déjà. Et même au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un aspect de variance au niveau du tir, parce qu'il y a des fois où juste il faisait une passe, une assist potentielle, et que juste le mec mettait pas le tir. Mais en même temps, c'est aussi le jeu, c'est aussi le fait que Dallas n'a pas un spacing parfait. Dallas a beaucoup de shooters un peu plus irréguliers que Boston, et donc ça a fait sens de faire ça. Mais c'est pas qu'il n'y a pas eu d'aide, c'est qu'il n'y a pas eu de panier, il n'y a pas eu d'assist, mais c'est pas pareil. Il y a aussi des situations où, en fait, ok, il faisait pas la passe, mais pourtant l'aide était là. Donc notamment tout ce qui est les fameux pick and pop avec un non-shooter, quand Boston mettait un gros sur un non-shooter, sur Derrick Jones Jr. par exemple, ok, il n'y a pas d'assist sur l'action, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'aide, c'est juste qu'il y a 2 sur le ballon sur Doncic et que il fait pas la passe au pick and pop parce que le pick and pop est pas bon en fait, par exemple. Mais je pense qu'il faut pas faire la conclusion un peu rapide, un peu basique il a fait qu'une assist parce qu'en fait on n'a pas aidé sur lui et donc on a pu couper comme ça son playmaking. Non, c'est quand même un peu plus complexe que ça. Il y a plus de crédit à donner à Boston parce que ils ont tout de même réussi à limiter son playmaking, mais en faisant des aides. Et donc, en fait, c'est l'inverse. Ils ont réussi à limiter le playmaking, en plus, tout en limitant également son scoring. Parce que, au final, il s'en sort avec combien ? Une 30aine de points, je crois. Et c'est pas mal, mais honnêtement, tous les points ont été compliqués. Tous les points ont été compliqués et je pense qu'il aurait pu faire largement plus de dégâts. Et donc, c'est là-dessus où, non, il faut pas faire le raccourci, et au contraire, Boston a réussi à endiguer le playmaking de Doncic et, dans le même temps, en plus, à endiguer son scoring. Donc c'est là où c'est d'autant plus impressionnant, ce système de rotation qui a été très intelligent et méthodique. Alors après, quels sont les ajustements possibles ? Je pense qu'il y en a plein, et je pense que le match de Dallas n'a pas forcément été top. Peut-être qu'ils ont été surpris, peut-être qu'ils ont été juste bien gérés, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire pour côté Dallas en termes de comment est-ce qu'on joue en attaque, comment est-ce qu'on déroule. Déjà, un premier élément, ce serait peut-être d'essayer d'impliquer un peu plus Porzingis pour essayer d'atténuer un peu son aspect de free safety, de joueur off-ball, et donc il peut aider au panier notamment. On a vu qu'il a pas mal contribué avec ça, donc
Pourquoi pas insister encore plus avec Porzingis et l'amener sur les écrans, quitte à prendre 5-10 secondes à faire pour qu'enfin il arrive à être impliqué sur l'action. Ok. Pourquoi pas aussi beaucoup plus d'écrans posés très haut. C'est un truc qu'on n'a pas trop vu sur ce match-là, bizarrement. Des écrans posés très très haut pour attaquer Porzingis, l'attaquer dans son dos, ou alors même Horford. Hein. Si Horford veut faire des switches, c'est quand même difficile de faire des switches au niveau de la ligne médiane. C'est aussi un contre-move assez évident, le côté écran posé très très haut. Je pense aussi que l'organisation du terrain, ça va être le point central, parce que maintenant que Boston a joué sa carte avec ses rotations, avec je fais des stunts, je viens aider, je protège le pick and roll, je protège l'isolation, etc. Maintenant il faut que Dallas et John Kidd répondent en termes de comment est-ce qu'on s'organise. Comment est-ce qu'on organise l'espace autour de Doncic ou de Irving pour que ces aides soient punies. Donc voilà, il y a toujours un peu des trucs à faire, du genre à une passe près de l'action, on met personne sur l'aile, on met juste Irving dans le corner qui est un bon shooter, et donc s'il y a une aide, ça fait une passe facile, directe, pour un bon shooter dans le corner. Voilà, par exemple. Mais même en termes d'organisation du spatial plus général, je pense qu'il y a mieux à faire, où ce match-là, on a été un peu... si on n'a pas pu générer autant de tirs à 3 points dans les corners, c'est que c'était pas bien organisé cet espace, et qu'on n'a pas pu attaquer, même en sortie de dribble, même l'extra passe, voilà. Tout ça, on peut faire mieux, je trouve. On peut faire beaucoup mieux. Autre point, je me demande à quel point est-ce que Maxi Kleber en poste 5 pourrait pas être beaucoup plus utilisé, parce qu'on a vu que c'est un poste 5 qui shoot, et donc ça peut avoir des conséquences assez grandes en termes de spacing, justement. On a eu quelques séquences comme ça où ni Gafford ni Lively n'étaient sur le terrain, c'était plutôt Maxi Kleber en 5, et ouais, on avait un spacing dans ces séquences-là qui était assez grand, quoi. Alors, ça n'empêchait pas Porzingis d'abandonner Maxi Kleber parfois, mais en l'occurrence, ça avait quand même un espace de base, et ensuite, ça pouvait, si Porzingis vient aider, tu fais extra passe, et puis ça punit, quoi. Ça peut punir. Donc, j'ai hâte de voir ça, parce que je pense que ça peut être un élément assez intéressant et assez important, ces séquences Maxi Kleber en poste 5, qui peut à la fois prendre le shoot, ou alors attaquer aussi en sortie de dribble, s'il y a un close-out sur son shoot. Donc à surveiller, vu que, en plus, d'autant plus, que l'option de lob de toute façon ne sera pas disponible, hein, l'option de alley-oop et la verticalité au panier, vu que ça c'est pas disponible, quel est l'intérêt de rester avec beaucoup de minutes de Gafford ou Lively, sachant qu'en plus de l'autre côté, Kleber peut faire le spacing, Kleber peut attaquer en close-out, peut faire du connecting, et même en défense, la défense de périmètre de Kleber, elle est quand même meilleure que Gafford. Donc, à voir, parce que on pourra avoir plus de séquences Kleber en poste 5 très intéressantes. Et puis même en termes de système, je pense qu'on a aussi déjà vu beaucoup mieux de la part de Dallas. Où étaient un peu les double drag, où étaient les Spain pick and roll, où était le post-up aussi. Si ça marche pas d'attaquer un peu de loin du panier, où il y a des aides qui viennent, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus insisté sur des post-up de Luka Doncic? Parce que si t'as une prise à 2 au niveau du post-up, on est déjà plus proche du panier, donc ça peut aussi être plus facile de faire des passes ou de trouver l'ouverture, etc., etc. Je pense que même si Boston veut faire un switch all, ce serait pas une mauvaise idée de continuer tout de même à dérouler un peu plus de système, notamment comme dire le double drag, le pick and roll à 2 écrans, on l'a pas trop vu. Bon, ok, Boston pourrait switcher, mais est-ce que tu peux pas aussi faire des variations à partir de ça? À partir de ce double drag, tu fais ensuite 2 écrans, et puis ensuite un shooter qui remonte, ou un backscreen, enfin bref. Je pense que Kidd pourrait apporter un peu plus de complexité à cette attaque, à la fois en termes de système, mais aussi en termes d'organisation et de l'espace. Voilà, organisation du terrain. Parce que là, c'était pas top, et on s'est un peu laissé engluer. Donc voilà pour les ajustements possibles, et on suivra ça évidemment en match 2, maintenant qu'on sait comment est-ce que Boston veut défendre, et donc, j'ai même pas dit, mais contrairement à la régulière, en effet, où ça laissait des 1 contre 1 un peu tout seul, non, là c'est 1 contre 1 et on vient aider, donc changement majeur, évidemment. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté sur ma fiche, dernière note, la défense sur Tatum, j'ai pas mal aimé la défense de Dallas sur Tatum, qui a pas non plus fait un gros match, hein, Jason Tatum pour le coup, mais j'ai beaucoup aimé les schémas qu'ils ont utilisés, avec du switch, mais parfois un peu du switch avec de la pression, ou parfois ça pourrait ressembler un peu à du edge, où on fait un switch mais on traîne un peu sur l'écran. Le mec qui abandonne la responsabilité de Tatum, donc il switch, ok, mais il traîne un peu par là, et donc ça fait une espèce de prise à 2 momentanée, un peu comme d'ailleurs on faisait avec SGA à l'époque au deuxième tour, ça a été fait un peu comme ça aussi, l'espèce de switch and stunt, ou des trucs comme ça, et on a vu que les lectures de Tatum, elles sont pas parfaites, hein. Les lectures de Tatum, elles sont pas toujours bonnes, il y a eu pas mal de déchets, je trouve, pas mal de mauvaises passes, pas mal de passes qui arrivent pas forcément de manière très précise, et je me demande à quel point est-ce que ça peut pas être un truc sur lequel on peut insister, avec d'ailleurs, pourquoi pas aussi, même si Dallas c'est pas très chaud d'habitude pour faire ça, mais pourquoi pas faire une prise à 2, plus
amener un troisième homme dans l'action pour couvrir le pick and pop. Parce que si tu ne switches pas, a priori, ça veut dire que tu laisses ouvert le pick and pop. Donc pourquoi pas ramener un troisième homme dans l'action. C'est ce qui a été fait à un moment donné avec un scram switch ensuite où tout le monde, en fait, c'est une rotation à plusieurs où le A va sur le B, le B va sur le C, le C va sur le D et le D va sur le A, etc. Voilà, une espèce de rotation en boucle comme ça pour essayer de compenser ce genre de scram switch. J'ai hâte de voir ça. Je me demande à quel point ça peut pas aussi se rajouter à l'équation parce que, comme on l'a dit un peu en preview, Tatum et Brown, si tu leur mets beaucoup de pression sur le ballon et que tu arrives à compenser derrière, c'est ça un peu la clé, c'est que si tu arrives à mettre 2 contre 1 sur le ballon et un troisième défenseur sur l'option de passe facile, ni Tatum ni Brown ne sont capables de faire en quantité et en qualité la passe vers le corner opposé ou la passe difficile, la lecture avancée. Donc, voilà, on a vu quelques séquences comme ça où la pression c'était pas du blitz, c'était pas du trap hyper agressif, mais voilà, 2-3 fois on a vu un peu de pression mais sur le ballon par rapport à Tatum et ça a bien marché. D'autres séquences aussi où, comme dit, switch de 1 à 5 et ça switchait sur Tatum et Lively ou Gafford, ça pressait très haut et puis ça l'incitait à aller sur sa main faible. Donc ça a été aussi bien joué parce que ça incite à aller sur la main faible avec quelqu'un qui attend derrière. Donc ça c'était pas mal. Et voilà, ça va passer un peu sous les radars, je pense, mais en deuxième mi-temps, notamment quand Dallas revient à quasiment -8, je crois, ils reviennent à -8 et on se dit, allez, ça y est, le match est enfin lancé et il va y avoir le comeback, un super comeback. Il y a des séquences défensives de très très bon niveau, pour le coup, de la part de Dallas, avec ce fameux quadrillage du terrain, les rotations, venir aider, protéger le switch, etc. etc. Ça n'a pas été parfait tout le match, mais il y a des séquences de deuxième mi-temps qui sont quand même de très très haut niveau. Et puis, dernier point que j'avais noté, oui, en termes de rotation à Boston, qui joue pas, déjà on a vu que Pritchard a moins joué que ce qu'on aurait pu penser, et d'ailleurs il était un peu derrière Sam Hauser dans la rotation. Donc ce premier duel de rotation de hiérarchie à Boston, on a vu que Sam Hauser a joué, parce que 3 points et parce que peut-être en termes de taille, il est plus grand, donc un peu plus viable défensivement, alors que Pritchard, qui est plus petit, on a vu sur les matchs de régulière qu'il s'était fait largement cibler par Doncic et c'était un peu trop facile. Donc Sam Hauser est passé un peu devant dans la rotation, en tout cas sur ce match-là, en début de match. Et puis, autre confirmation aussi, on se posait la question, est-ce que ce sera Cornet en backup 5? Est-ce que ce sera Tillman? Ou est-ce que ce sera personne? La réponse était personne. Voilà, on a réduit la rotation, et à la fois Cornet ou Tillman auraient été un peu trop friables sur pick and roll, switch ou drop, face à Doncic ou face à Irving. Donc, on a resserré la rotation, et c'est soit Porzingis, soit Al Horford, et puis pour l'instant, on en reste un peu là. Donc voilà, niveau rotation de Boston, pardon. Et donc voilà pour ce petit react de ce match 1 des finales NBA. Comme dit, restez connectés puisqu'on va se faire peut-être des décryptages tactiques plus précis et plus en détail dans les prochaines heures ou prochains jours. Mais voilà pour ce petit react du match 1 des finales NBA remporté par les Boston Celtics. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.